On est le 16 septembre 2021, dans 2 semaines je participe au Frames, un festival avec des youtubeurs, où je suis censée diffuser une vidéo devant une salle de 100 personnes. Alors déjà c'est l'angoisse d'avance, et de deux c'est dans 2 semaines. Et la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai mis 1 mois à la faire. Et cette vidéo-là, il y a eu un travail acharné dessus, et au final elle a donné lieu à 30 000 abonnés en plus sur la chaîne, et plus d'1 million de vues sur le mois d'août, c'était plus du double de mon mois record. Et 84% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo viennent de la recommandation. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je rate des vidéos, c'est des vidéos qui me sont recommandées par YouTube. Mais quand tu assistes à la force de frappe de l'algorithme, tu te demandes forcément pourquoi. Pourquoi cette vidéo-là ? Allo la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va récupérer, trier, analyser des données sur l'algorithme YouTube pour pouvoir dire pourquoi YouTube a recommandé cette vidéo-là plus que toutes les autres. Hello les gars, nouvelle vidéo informatique après les vlogs d'été là. Voilà à quoi ressemblaient tes vacances quand t'avais 22 ans, putain. J'espère que vous êtes contents déjà. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Pour savoir quels sont les critères qui font que YouTube recommande une vidéo, il faut avoir des exemples. Donc du coup, il faut avoir un maximum de data sur des vidéos. Et en fait, en gros, chaque créateur a ce qu'on appelle YouTube Studio. C'est genre l'endroit où tu gères ta chaîne. Et donc du coup, il y a plein de data sur cet endroit-là. Comme ça, les vidéos de ma chaîne pourront être des exemples de vidéos qui ont plus ou moins marché, comme on a les stats. Et la première étape, c'est donc d'exporter ces datas-là, ces stats pour chaque vidéo de la chaîne, pour pouvoir ensuite les analyser et voir qu'est-ce qui fait que l'algorithme a recommandé une vidéo plus qu'une autre. Je fais mes petites recherches et je vois qu'il y a une option qui permet d'exporter directement les datas sur YouTube Studio. Je me dis parfait, ça va aller vite. Donc au début, je commence à exporter toutes mes datas et en fait, le truc, c'est que t'as plein d'échelles de temps, t'as plein de données différentes. Là, t'as d'autres trucs aussi, Et donc, du coup, tu te retrouves avec plein de fichiers de plein de trucs différents et c'est le bordel. En vrai, j'allais perdre du temps si je m'éparpillais trop sur plein de statistiques différentes. Le mieux, c'était peut-être d'en choisir juste quelques-unes par vidéo, les plus intéressantes, mais alors lesquelles choisir ? Alors, la légende dit que pour qu'une vidéo soit recommandée, il faut un gros taux de clics par impression et un gros pourcentage de vidéos qui est regardé. Donc, je me dis déjà, on va exporter ces 2 métriques-là. D'abord, le taux de clic par impression. Les impressions, c'est quoi ? C'est le nombre de fois où la miniature de la vidéo a été présentée aux spectateurs. Donc le taux de clic par impression, c'est le nombre de fois où les spectateurs ont cliqué quand on leur a présenté la miniature. Par exemple, sur ma dernière vidéo, mon taux de clic par impression, c'est 9,3, c'est-à-dire que sur 100 fois où on a présenté la miniature, 9 fois la personne a cliqué. Donc je récupère ces informations, et là, impossible d'exporter le taux de clic par impression de plus de 12 vidéos à la fois. Donc je le fais en 2 fois, comme j'ai 20 vidéos. Et j'exporte aussi le pourcentage moyen de vidéos regardées et je décide aussi de noter si la vidéo est plus ou moins monétisée. Mais en fait, tout ça, ça sert à rien si on n'a pas la stat la plus importante qui est à quel point la vidéo a été recommandée par l'algo. Puisque forcément, si on veut voir qu'est-ce qui fait que YouTube recommande plus une vidéo, il faut bien qu'on sache à quel point chaque vidéo qu'on a en exemple a été recommandée. Et en fait, c'est la stat que j'arrivais pas à trouver. Et elle était affichée sur un onglet d'un onglet en petit là. Et finalement, tu peux trouver aussi ça ici, mais bon, faut cliquer là, prendre le pourcentage total, l'ajouter au pourcentage ici, bref. Bizarre que ce soit aussi compliqué de récupérer une valeur qui me dit concrètement à quel point ma vidéo a été recommandée. Bon, après moult sueur sur mon front, toutes les datas ont été récupérées, donc ça fait plaisir. Et donc maintenant, il va falloir les analyser pour savoir quels sont les critères qui influencent plus ou moins la recommandation qui est faite par l'algorithme YouTube. Bien sûr, comme pour le hacking, j'y connaissais rien non plus à l'analyse de data, donc je commence à chercher des cours et il y avait des notions, puis des formules. Par exemple, quand tu voulais hacker une webcam, c'est soit tu y arrives pas à la fin. Alors que l'analyse de données, t'es un peu en train de faire dire des trucs à tes datas et j'ai pas envie de te dire de la merde en fait. Le festival approchait, c'était dans quelques jours et je me suis dit qu'en fait la meilleure solution c'était de trouver quelqu'un qui s'y connaissait pour pouvoir m'aider. Et il y a plusieurs semaines, j'avais reçu un message Twitter d'un mec grave gentil qui est chercheur en IA, en intelligence artificielle, et qui travaille sur des outils à but non lucratif pour favoriser la transparence algorithmique. Il s'appelle Marc, et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant « Coucou, est-ce que t'es chaud pour m'aider sur une vidéo qui parle de l'algo YouTube ? Et comme ça, je pourrais parler de tes outils. » Et on se fait une visio, et là, il était chaud. Donc j'explique ce que je fais, j'envoie la base de données. J'ai regardé un peu en fait les données que t'as envoyées. Ouais. C'est difficile de tirer quoi que ce soit de quantitatif avec genre 5 data points quoi. Ouais. Tu veux dire il aurait fallu plus de data quoi, c'est ça ? Mais imagine, mais même si on avait 20, ça changerait pas fondamentalement la donne. Il faudrait au moins genre 50. Et là, il me dit qu'en fait, y a pas assez de data et qu'il faudrait environ 50 à 100 vidéos pour pouvoir faire une analyse un peu mieux.
Et là, je me dis que ça va être compliqué. La seule solution, en fait, ce serait de demander à d'autres chaînes. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ce soit du contenu un peu sensible pour les créateurs, et en plus, je travaille avec Marc. Donc, je lui fais signer un contrat de confidentialité et je me lance. Coucou Clara, tu vois. Et sauf qu'en fait, le truc, c'est que sur ma chaîne, j'ai un truc à te demander. Je te coupe la vidéo. Tu m'entends? Taux de clic, impression, 40 vidéos de Cyrus, 24 vidéos de Clara et 20 vidéos à moi, soit 84 vidéos dans la base de données, ce qui est plutôt énervé. Donc j'envoie enfin les données que j'ai récupérées à Marc. Il commence à essayer de les visualiser pour voir les premières grandes tendances. Et là, c'était parti. Première chose qu'on voit, c'est que pour qu'une vidéo fasse plus de 200 000 vues, il faut en général un taux d'impression qui vienne des recommandations au-delà des 80%. Alors imaginons les gars qu'une vidéo de plus de 200 000 vues c'est une grosse vidéo, bon c'est pas le cas pour tout le monde mais imaginons. Sur les grosses vidéos, plus de 80 fois sur 100 où la miniature a été présentée à un spectateur, c'est dans ses recommandations et donc pas sur l'onglet abonnement dans une recherche YouTube ou dans une playlist. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il est impossible de faire une grosse vidéo sans l'algorithme, c'est-à-dire que le succès dépend très clairement de l'algorithme YouTube. Bon effectivement je me dis que c'est évident mais quand je le vois sur une base de données que tu analyses, c'est pas pareil. Et c'est vrai que par exemple, quand on a parlé de ma chaîne sur 301 vues, ça m'a ramené du monde, mais 20 fois moins que ce que l'algorithme YouTube a pu me rapporter sur une vidéo. Et idem pour le nombre de retweets et partages sur Hack & Webcam, qui sont pas comptabilisés dans les 84% de recommandations, mais en fait c'est parce que c'est une poussière face à ce que l'algorithme peut faire. Alors la question du coup c'était pourquoi il y a eu cette force de frappe en question sur la vidéo Je Hack & Webcam. Moi, genre, c'est sûr que c'est un peu évident, hein. T'as beaucoup plus envie de cliquer sur Je avec une webcam avec ce titre vignette que sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Mais alors, sur l'ensemble de la base de données, comment le taux de clic par impression joue-t-il sur la recommandation des vidéos, sur les 84 vidéos? On commence à visualiser ça avec Marc, et là, il y avait un rapport clairement décevant entre le taux de clic par impression et le nombre de vues. Sur le graphique, on voit des vidéos où il y a des taux de clic par impression qui sont énormes, et pourtant elles sont pas tant recommandées que ça. Et d'autres vidéos qui sont hyper recommandées avec un mauvais taux de clic par impression. Mais en fait, c'est normal, on peut pas visualiser comme ça parce que le taux de clic par impression, il dépend du nombre de gens à qui on montre la vidéo. Plus tu montres à beaucoup de gens, plus le taux de clic par impression baisse. Alors comment analyser ça? Avec Marc, on commence à prendre le taux de clic par impression sur les environ 200 000 premières impressions. On fait tout un code qui nous prend grave du temps. Et là, sacrilège. Clairement, je restais sur ma faim, j'avais trop le seum, et le soir, je re-regarde. Et là, je remarque qu'en fait, les 200 000 premières impressions, c'est rien pour la chaîne de Cyrus. Et je suis même étonnée à quel point la chaîne de Cyrus a beaucoup d'impressions au premier jour, même si la vidéo ne fait finalement que 110 000 vues. Et en fait, la vidéo Hack & Webcam fait beaucoup plus cliquer pour un nombre d'impressions à peu près semblable, mais pourtant, elle est moins montrée au premier jour que la vidéo qui fait le moins cliquer du coup de Cyrus. Sûrement parce que l'algorithme montre d'abord en fait à un cercle de spectateurs réguliers et que son cercle est plus grand que le mien. Au final, je me suis dit que le meilleur moyen de prendre en compte le taux de clic, c'était de comparer des vidéos qui ont environ le même nombre d'impressions, imaginons au premier jour. Et donc du coup, je me suis dit que ce qu'on pouvait faire, c'était de trouver l'intervalle où il y avait le plus de vidéos. Donc imaginons qu'entre 200 000 et 300 000 impressions au premier jour, il y a 19 vidéos, bah c'est beaucoup, 19 vidéos, et donc dans ces vidéos-là, qui ont à peu près le même nombre d'impressions au premier jour, on va comparer le taux de clic par impression au premier jour par rapport à leur réussite finale. Et là, enfin, on voit nettement que plus le taux de clic par impression au premier jour est important, selon le nombre d'impressions, parce que tout ça, il veut rien dire, plus la vidéo sera recommandée par l'algorithme. Et cette pente, elle montre aussi qu'en fait, on pourrait prévoir le nombre de vues finales d'une vidéo dès le premier jour. Et justement, sur la vidéo Hack & Webcam, il y a un taux de clic par impression en fait qui est largement supérieur à toutes les autres vidéos. Il y a 13% de taux de clic par impression sur 347 859 impressions au premier jour. Et pour un nombre d'impressions égal, il y a 7,2 sur celle-là, 9,3 sur les mini-robots et 6,32 sur le Darknet, donc c'est largement au-dessus. On continue nos recherches avec Marc, et là on découvre une autre tendance encore, qui est que plus les vues augmentent, plus le taux de clic par impression converge vers 5%. En fait, c'est comme si quand YouTube trouve une vidéo qui marche particulièrement bien, il la recommandait au maximum jusqu'au moment où sur 100 fois où il la recommande, seulement 5 fois la personne clique dessus, et il doit dire à partir de ce moment-là qu'en fait c'est plus rentable de recommander cette vidéo. En même temps, forcément, en fait, il y a un objectif financier qui est derrière cet algorithme.
Bon, bien entendu, dans les petits conseils, il n'y a pas activer la monétisation maximale pour qu'on recommande vos vidéos. Mais donc, du coup, est-ce que oui ou non, la monétisation a une influence sur le fait qu'une vidéo soit recommandée? Autrement dit, est-ce que l'algorithme a tendance à mettre davantage en avant les vidéos qui rémunèrent plus YouTube? Alors au début, quand j'ai exporté les datas, je savais pas quelle data prendre pour ça. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait aucune data qui dit la thune que peut se faire YouTube sur ma chaîne. On sait juste que YouTube vous versera 55% des revenus nets reconnus par YouTube à partir des publicités affichées ou diffusées par YouTube. Donc si YouTube prend le reste des 55%, 45% de revenus des pubs, ça veut dire que plus on active les publicités sur notre vidéo, plus YouTube se met bien. Donc j'ai créé une variable monétisation avec 3 niveaux. 3, c'est le niveau maximal, t'as activé toutes les pubs. 2, t'as activé les pubs mais sans la mid-roll, et la pub du milieu. Et 1, il y a une atteinte pour droit d'auteur. Je regarde la visualisation avec Marc et là on voit que la monétisation impacte positivement le pourcentage de recommandations. La pente positive, elle montre clairement qu'il y a une corrélation entre la monétisation et la recommandation, et c'est d'autant plus frappant sur les vidéos qui sont moins recommandées. Mais au final, si l'algo il décide de plus recommander la chaîne d'un créateur, il peut perdre son métier. Ou au contraire, s'il décide de la recommander, ça peut être magique. Et la raison pour laquelle l'algorithme il a une telle force de frappe, c'est parce qu'on consomme ce qu'il nous recommande. 70% du contenu regardé sur YouTube est recommandé par YouTube. Ce qui fait que YouTube décide un peu de tout, de ce que je vais consommer, des vidéos que je fais qui vont marcher, mon avenir un peu aussi. En tout cas, il me permet d'être avec vous aujourd'hui sur scène, à Avignon, avec des gens que je regardais sur YouTube quand j'étais au collège. Et en vrai, ça, c'est un truc de ouf. J'ai un dernier truc à dire, c'est que cette vidéo, du coup, je l'ai faite avec Marc, quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, et franchement, c'était une belle rencontre. Et j'admire assez ce qu'il fait, donc j'ai envie d'en parler même si c'est pas du tout un contenu sponsorisé. En fait, il développe un outil qui s'appelle YouChoose, qui est une non-profit, donc une entreprise à but non lucratif qui a été financée par l'Union Européenne. Et il m'a expliqué son outil pendant tout un moment. Pour la faire courte, c'est une extension Chrome gratuite que tu peux installer qui permet 2 choses différentes. Pour les créateurs, tu peux voir les informations en plus sur l'algorithme et sur ta chaîne, sur un dashboard, genre comme YouTube Studio, mais avec des trucs en plus. Et la deuxième, c'est que tu peux choisir des recommandations sur tes propres vidéos, mais pas que des recommandations vers des vidéos YouTube, ça peut être vers des articles aussi. Et donc, les gens qui ont l'extension peuvent voir ces recommandations que tu as faites. Mais le plus intéressant et le plus naturel de cette visio que j'ai filmée, c'était la fin. Grave. Et pourquoi t'as eu l'envie de faire cet outil ? Alors en fait, parce que, question, en fait, moi ça fait plusieurs années que je bosse sur, on va dire, la transparence du système de recommandation. Ouais. Où on essaye de l'analyser, de montrer ce qu'il recommande pas, qu'est-ce qui est banni, Et en fait, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dit le système de recommandation a vraiment une influence énorme sur ce que les vidéos, sur ce que les gens regardent. Ouais, c'est ma conclusion vidéo. Voilà. Et on voit souvent des choses qui sont problématiques où on se dit le recommandeur quand même il pousse beaucoup de clickbait, il pousse beaucoup de contenu sensationnaliste. Et après les gens ils disent et alors qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il y a choisis toi-même tes channels, essaie de plus browser, mais au final, les gens ils se retrouvent quand même à aller vachement sur la homepage et regarder les recommandations, et c'est très difficile de sortir de ce cycle. Et en fait, parce que le but, même un peu plus long terme, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes pour beaucoup de choses, où tu peux choisir, tu as le choix de choisir ton service de Uber, de choisir ton service de plein de trucs. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un monopole sur les systèmes de recommandation, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix de choisir ton système de recommandation. Et YouChoose, en fait, aussi a pour vocation à terme d'intégrer différents systèmes de recommandation alternatifs. C'est-à-dire que si quelqu'un dit moi j'ai un nouvel algorithme à proposer, il va marcher un peu différemment, il va se baser plutôt sur telle donnée, qu'on va intégrer dans YouChoose. Et du coup, les utilisateurs pourront choisir les recommandations de YouTube, les recommandations du créateur de contenu, ou de la communauté, ou d'un système de recommandation alternatif de leur choix, quoi. Bon, écoute, trop cool, en tout cas, c'était génial de faire ça avec toi. Plaisir partagé, en tout cas, c'était très cool. Vive de love et de like, rendre possible l'impossible dans un monde qui s'évapore. Yeah. Je vis pour Insta, je veux plus de likes. Je vis pour Insta, je suis instable, j'ai plus de life. Mais sur Insta, je vis meilleure life.